Dernière conférence du premier semestre, et donc je vous annoncerai juste les titres pour le deuxième semestre. Le programme va sortir rapidement et vous le recevrez par mail chez vous. Et à la fête du château. Voilà. Alors on sera présent à la fête du château. Il y aura une tombola pour gagner ce litho de Baudouin. Vous voyez ? C'est une litho signée qui a une valeur quand même autour de 1200 €, que Baudouin, Edmond, a bien voulu nous offrir pour l'association. D'autre part, donc, au stand de la fête du château, il y aura des auteurs locaux qui signeront leurs livres, notamment Robert, André Baudouin, c'est un autre. Qui signera son livre, Baudin, ouais, qui signera son livre, je crois c'est Meurtre à Venise. Il y a notre ami Münster qui, pareil, signera ses livres de philosophie, et tant d'autres. Nous aurons une excusée qu'on aime beaucoup, c'est Michel Perdinelli, mais qui est invité dans un festival, je ne sais plus où, du livre, Annecy, je crois, hein. Voilà. Donc, voilà pour la fête du château. Alors, début septembre, je ne vais pas tout vous citer, juste les thèmes seulement. Le 18 septembre, c'est sur les métropoles, quel avenir pour la démocratie, par Émile Tornator. En octobre, nationalisme et internationalisme, par Georges Gastaud. Toujours en octobre, les luttes de Courbet, par Michel Robelin. En novembre, Méditerranée, une mer morte, c'est-à-dire par rapport à la pollution. Toujours en novembre, un poète en politique, c'est les combats de Victor Hugo par Henri Pénard-Ruiz. En novembre encore, les luttes d'idées de l'âge néolibéral par Isabelle Garot, qui n'avait pas pu faire sa conférence parce qu'elle s'était cassé le poignet il y a quelques mois. Ensuite, en décembre, il y aura 1893, Aigues-Mortes, le massacre des Italiens par Enzo Barnaba. Et à l'automne, c'est pas encore bien déterminé, avec le CRHI, c'est-à-dire la section de philosophie de l'Université de Nice, un hommage à André Tozel. Il y aura donc pour 2020, on est loin encore, donc il y a le séminaire qui se termine donc jeudi prochain, voilà, avec Jean Robelin. C'est la conclusion de notre séminaire sur le néolibéralisme. Et donc pour 2020, ce sera sur théorie et pratique de l'interculturalité. Voilà. Ensuite, il y aura le programme est quasiment fait pour 2020, mais je ne vais pas tout vous citer parce que on en a encore pour un moment. C'est pour montrer que notre association a beaucoup de succès parce qu'on n'est pas en manque de conférenciers, hein, on est très demandé. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Robert Charvin qui présentera mieux que moi son sujet. Donc Robert, je te laisse la parole. Bien, mes chers amis, nous allons faire un petit peu d'histoire ensemble. Nous en avons vécu des histoires ces derniers temps avec la lutte syndicale, notamment contre la loi qui démantèle le droit du travail, avec le mouvement des Gilets jaunes. Et donc nous allons essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé récemment grâce à l'histoire, c'est-à-dire grâce à un passé, parce que le présent ne se comprend qu'avec le passé, et l'avenir ne se comprend que si l'on analyse avec précision le présent. Je crois que l'histoire, c'est un sport de combat. C'est une arme de guerre. Il y a bien sûr l'histoire académique, l'histoire officielle, que l'on enseigne souvent dans les établissements scolaires et qui, dans tous les pays du monde, est instrumentalisée au service de ceux qui dominent le régime, quel que soit le régime. Il n'y a rien, hélas, de nouveau dans ce domaine, et ce sont seulement ceux qui ont une pensée critique et ceux qui n'acceptent pas l'ordre établi, qui relisent l'histoire, la revisitent pour lui donner un autre sens, car il y a toujours plusieurs histoires possibles quand on fait l'analyse des faits passés. Daniel Mermet, vous connaissez, le journaliste qui a été viré de la radio française, disait tant que les lapins n'auront pas d'historien,
l'histoire sera racontée par les chasseurs. Et je vais essayer, moi, pour ma part, d'être du côté des lapins et d'être un historien des lapins à cette occasion. L'histoire et la philosophie, d'ailleurs, ont le même sort en général. Ce sont des disciplines suspectes, en résidence surveillée en général, là encore, dans tous les pays du monde, dans tous les systèmes du monde, sous tous les régimes. Et parfois même, elles ont été plus ou moins interdites. Ça a été le cas sous le Premier Empire, par exemple. Et sous Vichy, c'était des aménagements assez particuliers. Nous sommes en train aussi de remettre en cause des programmes de philosophie dans la période qui vient et qui sont des réformes très discutables. La falsification est la règle coutumière, on vient d'en vivre plusieurs. Si on pense par exemple à l'anniversaire du débarquement de juin 1944 qui vient d'être célébré, commémoré, on s'aperçoit par exemple que parmi les alliés, seuls comptent les États-Unis et la Grande-Bretagne. L'Union soviétique a disparu. Elle a offert quelques dizaines de millions de victimes contre le nazisme, mais ça fait rien, pas un mot, rien. Une toute petite allusion sur France Culture, 2-3 jours après, simplement pour dire on a peut-être un peu oublié l'Union soviétique. On a même invité tout le monde, sauf les soviétiques, qui ne comptent plus. Et si vous savez, si vous interrogez des jeunes lycéens aujourd'hui sur ce problème, ils ne savent même plus dans quel camp de belligérants était l'Union soviétique. Et moi, j'ai interrogé des étudiants des dernières années d'activité qui n'arrivaient pas à placer l'Union soviétique et qui ont fini par pousser dans leur retranchement le placer à côté de l'Allemagne, puisque l'Allemagne, on sait qu'ils étaient dans les adversaires. À l'époque, c'était des méchants, maintenant, c'est des gentils. Mais puisque les Allemands étaient des méchants à l'époque et que les Russes sont toujours des méchants, on m'a dit, ben, les Soviétiques, ils étaient à côté des Allemands, inévitablement. Plus que 20% des lycéens, nous dit-on, d'après les sondages, savent que l'Union soviétique faisait partie des alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale et quelques temps après encore, avec l'alliance que souhaitait De Gaulle. Je crois que cette histoire sur laquelle nous devons réfléchir, c'est une nécessité pour l'honnête homme du XXIe siècle. Je suis un peu mal à l'aise devant les réticences qu'il y a à s'intéresser à l'histoire, sauf l'histoire régionale qui fait grand succès, l'histoire locale qui fait grand succès dans les associations variées. Mais l'histoire en général, elle est un petit peu négligée, comme si c'était une sorte de luxe intellectuel inutile, sans intérêt réel, sans intérêt concret. Je pense que par exemple dans les écoles de commerce, on ne sait plus du tout de quoi il s'agit. Et comme les écoles de commerce drainent la masse aujourd'hui des étudiants, on devrait les interdire d'ailleurs à mon avis, ça serait une mesure de salubrité publique. On n'enseigne plus grand-chose en histoire, si ce n'est dans le cadre d'une discipline spécialisée, dans les facultés des lettres évidemment. Mais si ça devient une spécialité, c'est grave, disons, pour la société qui est la nôtre. Dans le présent, et ça m'a beaucoup frappé à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, on retrouve beaucoup d'éléments du passé. Je crois beaucoup de redites. C'est Marc Bloch et Marx qui parlaient des redites historiques, qu'on ne reconnaît pas toujours d'ailleurs parce que l'enveloppe est différente, il y a des renouvellements et en conséquence on ne fait pas de comparaison réelle, on n'intègre pas le fait qu'on a déjà vécu ça dans le passé. Mais ces redites, elles sont frappantes parce qu'il y a en fait deux types de conflits politiques en permanence, deux types de conflits sociaux qui sont extrêmement différents. Il y a les conflits étroitement politiques, ceux qui se passent dans le cadre des institutions. Et là, on trouve des forces face à face qui se supportent, qui jouent un peu le même jeu, qui s'acceptent. Février 1848, par exemple. Février 1848, on est plus ou moins d'accord par-delà les classes sociales, par-delà les affrontements sociaux, les questions sociales. Et vous savez, il y avait une devise des républicains, des bourgeois républicains qui disait « chapeau bas devant la casquette », puisque le mouvement ouvrier avait soutenu le mouvement révolutionnaire animé par la bourgeoisie républicaine contre la monarchie et contre les conservateurs. Juin 48, tout diffère. Parce que juin 48, c'est le mouvement ouvrier qui se met en marche contre tous ceux d'en face, y compris la République bourgeoise,
Et alors là, c'est fini le salut à la casquette. C'est au contraire le fusil qui tire et il y a des milliers de morts, des milliers de victimes. Parce que l'affrontement social, lui, ne pardonne pas. Et je crois que lorsque l'on dit les barricades n'ont que deux côtés, c'est dans la lutte sociale. Il n'y a que deux côtés, il n'y a que deux partis. Je pense d'ailleurs que en matière de leçons politiques, c'est quelque chose que moi je retiens pour ma part, et je crois que c'est une leçon très importante. En matière sociale, il n'y a pas 36 camps, il n'y a pas le pluralisme tel que on le voit par exemple, on l'a vu aux élections européennes. Il y a deux camps, il n'y en a pas 36 000, comme les barricades, qui n'ont que deux côtés. Et à chaque événement de l'histoire, quand il y a affrontement social, on voit apparaître seulement ces deux camps, avec une radicalité dans les affrontements que l'on ne retrouve jamais dans les luttes strictement et étroitement politiques, au sens étymologique. Lorsque l'on ne veut pas voir ce passé, lorsqu'on ne veut pas le comprendre, alors le présent prend des allures folkloriques. Lorsque le président Macron nous parle du nouveau monde qui serait possible de construire après une élection présidentielle, c'est d'une stupidité invraisemblable. Le nouveau monde ne peut se construire qu'à coup de lutte sociale de longue durée et répétée et incessante, comme il s'en est déjà produit dans l'histoire, avec des résultats souvent très modestes. La condescendance et le mépris que l'on a vu se développer chez, par exemple, les éditorialistes radio-télé à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, qui était insupportable, pour moi. Cette suffisance qui se manifestait quand on jugeait le mouvement des Gilets jaunes, pour ne jamais commenter que le recul progressif inévitable au fil des semaines. On retrouve exactement ce que l'on va voir pour la Commune de Paris, par exemple, où il y avait ce mépris pour la racaille ouvrière, comme il y a eu ce même mépris en octobre 17 vis-à-vis de la révolution bolchevique. Si vous relisez l'illustration de 17, le Paris-Match de l'époque en France, le grand hebdomadaire, je crois, qui était très illustré de photographies à l'époque. Quand on parle des bolcheviks, on les montre en activité à Petrograd et ailleurs, on indique qu'il s'agit de la racaille du ruisseau. C'est la légende, une des légendes essentielles de ces photographies. Cette racaille, elle est méprisable. Qu'est-ce que peuvent bien vouloir et pouvoir ces gens qui ne savent rien et qui se rebellent à l'encontre de toutes les hiérarchies? Dans ces rébellions sociales, ces révolutions sociales, il y en a eu quantité, avec toujours les mêmes comportements de part et d'autre. Bien avant la révolution de 1789, il y a eu des milliers, des centaines de rébellions françaises. Un énorme livre, je ne sais plus quel est son auteur, un énorme livre excellent par un historien assez connu, s'appelle « Les rébellions françaises », qui analyse de manière très systématique ces multiples jacqueries, ces multiples révoltes paysannes, notamment pendant tout l'Ancien Régime, pendant les 1000 ans d'Ancien Régime, qui ont débouché simplement sur des massacres. Après quelques châteaux brûlés et quelques carrosses brûlées, la fête n'a pas commencé, en dépit du film de Tavernier que vous connaissez peut-être. La fête n'a pas commencé, elle s'est prolongée quelques jours ici ou là, ou quelques heures, et la répression à chaque fois a été terrible, sans pardon, sans compassion, y compris de la part de l'Église qui à l'époque avait de très forts pouvoirs. Et puis il y a eu, non pas seulement 1789 dont on parle toujours, et dont le bicentenaire a été saboté, comme vous le savez, on ne savait plus si c'était la gloire de Marie-Antoinette, ou bien de Louis XVI, ou bien si c'était un bicentenaire de la Révolution française. Il y a 1793. 1793, animé par Robespierre et Saint-Just notamment, qui s'est terminé par la Terreur blanche. On ne parle jamais de la Terreur blanche, presque jamais. La terreur précédente, qui était une mobilisation générale avec, face à l'agression aux frontières et face à l'agression intérieure, celle-là on la connaît. Tous les étudiants peuvent savoir ça, tous les lycéens qui savent que Robespierre a été terrible et Saint-Just de même. Mais la Terreur blanche, par contre, menée par une bourgeoisie qui a eu peur de perdre ce qu'elle avait et une aristocratie qui prenait sa revanche, alors celle-là, on l'ignore. Juin 48, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on ne sait pas. La Commune de Paris
c'est passé sous la table dans la plupart des manuels officiels, des manuels académiques. Pas un mot ou presque, y compris dans les universités, du moins celles que j'ai fréquentées à l'époque où j'étais étudiant. Pas un mot. Pas plus que pour Vichy d'ailleurs. Il y a un charme discret sur ces questions qui fait qu'on efface des choses qui sont douteuses. La libération, ça a été la même chose. Dès 47-48, répression sociale. Parce qu'il ne fallait pas aller trop loin. Rétablir la République, pas de problème. Unanimité, ou presque. Sauf notamment ceux qui voulaient se faire oublier et qui donc rentraient dans le rang et qu'on retrouvait au sein du MRP notamment à l'époque. Mais dès 47-48, lorsque des mouvements sociaux se sont développés, c'était fini. Alors là, on a frappé. Et il y a eu des morts. On a même oublié qu'il y a eu des morts. Il n'y en a pas eu pour les Gilets jaunes. Du moins, pas directement. Il y a eu une dame qui a été tuée par sa fenêtre. Mais pas directement. Tandis qu'en 47-48, il y a eu des morts. Parmi les militants syndicaux notamment. Qui les connaît encore? Qui sait où ils ont été tués? Quel était leur nom? Tout a été gommé. Ne parlons pas des affrontements coloniaux. Les affrontements coloniaux qui sont des affrontements sociaux parce que c'était une guerre entre dominants et riches contre les autochtones pauvres. Et ces guerres coloniales ont fait des dizaines de milliers de victimes dans chaque pays où un mouvement de libération s'est développé depuis Madagascar en 1947, en passant par l'Algérie et en passant même par l'Afrique noire dont on ne parle jamais, jusque dans les années 60, c'est-à-dire au moment des indépendances. Donc ces deux camps face à face, on va les examiner à l'occasion de la Commune en parlant de Louis Nathaniel Rossel, que le citoyen français moyen ne connaît pas. Je le regrette pour ma part. J'y trouve une sorte de frère de combat, d'ami politique dans le temps, très proche. Et j'espère d'ailleurs que dans peu de temps, en 2021, l'association des Amis de la Liberté célébrera le 150e anniversaire de la Commune de Paris et l'on pourra peut-être parler de Louis Nathaniel Rossel. Nathaniel Rossel n'a droit à aucune rue, à aucun boulevard, à aucune avenue, alors qu'à Nice même, l'avenue Thiers, le boucher de la Commune a tous les honneurs. Il a quelques citations historiques, ce Thiers, cet ami Thiers, du style, après la Commune, après l'écrasement de la Commune, du style, la question sociale est réglée. 1871. 2018, 2019, on le voit, on l'a vu, rien n'est réglé. Alors, qui était ce Louis Nathaniel Rossel? Victime d'un racisme social, alors qu'il est d'origine bourgeoise, protestante, il est du Gard, et son grand-père était maire de Saint-Jean-du-Gard, militaire, officier supérieur, qui avait voté un bulletin ouvert contre le plébiscite de Louis-Napoléon. Pour un officier de carrière, ce n'était pas tellement commode. Son père, lui aussi, était officier de carrière. Et Louis Nathaniel Rossel a suivi le même chemin. Il est devenu, après Polytechnique et des écoles militaires, jeune officier, capitaine à 27 ans, et il sera colonel, nommé colonel à 28 ans. Donc il faisait une carrière très belle, très confortable. Mais il ne comprenait pas ce qui se passait autour de lui. Depuis toujours, il avait été très critique. Il considérait que les études qu'il avait suivies étaient d'une médiocrité remarquable. Il a critiqué ses professeurs de lycée, il a critiqué du lycée de Nîmes, il a critiqué ses professeurs de l'école polytechnique, ceux des écoles de guerre, considérant qu'on enseignait plus l'esprit de clan et le farnienne qu'un travail sérieux. Il était officier du génie. Très vite, il a connu les relations douteuses parfois entre les entreprises et l'armée, avec parfois des économies qui auraient pu être, des gaspillages qui auraient pu être évités, dans la mesure où les contrats passés entre l'armée et les entreprises ne sont pas toujours d'une correction parfaite. Il était donc très aigre vis-à-vis du métier dans lequel il commençait sa carrière à un très haut niveau, puisque très jeune, il était déjà colonel.
colonel où il disait, il écrivait, il a laissé beaucoup de messages, il a des ouvrages compilant ses lettres à sa famille et ses écrits divers. Il a même écrit des pièces de théâtre et des poésies qu'on peut trouver encore éventuellement. Il écrivait qu'à l'armée, on enseignait surtout le farniente et il n'y avait jamais rien à faire d'important. Rien. Et la guerre survient et la Prusse l'emporte avec une grande facilité. Bazaine, vous savez, est écrasé à Metz. L'armée française est en débandade, sans presque avoir combattu, ou presque. Bazaine a des avenues à Metz et ailleurs, d'ailleurs. Sa défaite et sa capitulation n'ont pas entraîné son discrédit, à la différence de Rossel, qui lui veut continuer le combat. Et comme il a une culture de camisard, puisqu'il est de Gard et qu'il est de culture protestante, il dit pourquoi pas une armée de guérillas pour lutter contre les Prussiens, et non pas seulement les armées de ligne qui avaient été liquidées par les Prussiens. Il se démène, il va rencontrer Gambetta, chef du gouvernement de défense nationale, qui ne défendait rien du tout d'ailleurs, qui essayait de passer des compromis multiples avec les Prussiens, parce que précisément toute la droite française ou la gauche républicaine molle, je ne vous fais pas un portrait de la gauche molle, on a eu une expérience ces dernières années, s'efforçait de passer des compromis multiples, car précisément il sentait qu'il y avait un mécontentement social dangereux, et qu'à la limite, l'ouvrier parisien était plus dangereux que le soldat prussien. Et qu'en conséquence, il fallait trouver des accommodements permettant de dégager des troupes, d'ailleurs françaises, pour éventuellement lutter contre une insurrection populaire, en négociant avec les Prussiens, ce que les Prussiens vont très bien comprendre, ils ont les mêmes valeurs, les mêmes références. Et d'autre part, il craignait que associer le peuple dans une lutte populaire militaire, c'était créer les conditions pour éventuellement l'établissement d'une république radicale qui ne plaisait pas du tout ni à Gambetta ni à d'autres. Ne parlons pas des avenues Gambetta et des boulevards Gambetta, il y en a autant qu'on veut. Ces républicains mous arrivent à se faire des carrières qui en général sont de beaux succès. Une parenthèse, j'ai noté une pensée de Finkielkraut, puisqu'on a les penseurs qu'on mérite, à propos de la pensée dominante. Il faut oser. Voilà ce qu'il a écrit, ce qu'il a déclaré sur France Culture le 27 mars 2004, je l'avais noté. La pensée dominante, c'est-à-dire celle qui règne dans le climat ambiant de chaque époque, c'est la pensée de ceux qui parlent au nom des dominés. Cette victimisation des dominants, des dominateurs est tout à fait étonnante et extraordinaire, mais elle est constante. Et quand on a vu que certains s'enfermaient dans les bunkers de l'Élysée à un moment donné parce que les gilets jaunes semblaient être trop agressifs, on a eu le sentiment que cette peur ambiante qui se développait face aux gilets jaunes était un peu le reflet de cette idée que les dominés nous dominent en fait très souvent et ils sont plus populaires que les dominants, ce qui est assez curieux comme analyse par rapport à la réalité. Se victimiser, c'est toujours une bonne formule pour essayer de montrer que l'on a le droit donc de se défendre et de réprimer. Louis Nathaniel Rossel va donc s'interroger sur la conjugaison de la révolution sociale et du patriotisme. Et je crois que c'est une question très importante. À ce jour, aucune révolution sociale ne s'est stabilisée, n'a duré lorsqu'elle s'est dissociée du patriotisme et de l'idée de nation. Que ça soit bien ou mal, c'est un autre problème, mais c'est comme ça. C'est vrai pour le Vietnam, c'est vrai pour Cuba, c'est vrai pour la Corée du Nord, c'est vrai partout. Et en Union soviétique même, la lutte révolutionnaire ne s'est jamais si bien portée que lorsque il y a eu cette lutte nationale avec l'Église orthodoxe et avec le peuple russe tout entier contre le nazisme et contre les Allemands. Et aujourd'hui encore, le patriotisme russe qui est assimilé à un nationalisme est largement à la base de la popularité du régime de Poutine. Je crois que la nation n'a pas fini, n'a pas épuisé son rôle historique, c'est un fait. Certains voudraient déjà passer à d'autres stades, à des pôles plurinationaux. L'Europe nous tire vers
une supranationalité que personne ne ressent réellement. Je ne sais pas quelle est la proximité qu'il peut y avoir entre un Français et un Polonais, même si j'ai des ancêtres polonais, j'ai d'ailleurs une angoisse quand je suis là, je me demande quel tard ils m'ont laissé, au niveau notamment des croyances ou de certaines convictions. Mais la culture, l'histoire, elles sont tellement différentes d'un pays à l'autre que nous n'en sommes pas encore à la possibilité d'une supranationalité entraînant les peuples derrière elle. Qu'on le veuille ou non. C'est pas la fin de l'histoire. L'histoire ne se finit jamais. Mais peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, on en sera à autre chose. Mais on n'en est pas là. Donc cette question que se pose Rossel, patriotisme et révolution sociale, il va répondre par « je pars du côté de la commune, contre ma propre armée, contre mon propre gouvernement et ma propre hiérarchie ». Exactement comme la résistance dans les années 40, où patriotisme et lutte contre le nazisme et projet social avec le Conseil national de résistance allaient de pair. On en est toujours là, je crois encore aujourd'hui. La nation, ça compte. La France, ça compte pour des Français. Comme le reste, chaque pays a ses propres liens avec son histoire. Autre question qui va se poser pour Rossel, c'est la tradition pluraliste dans le mouvement révolutionnaire. Jamais les révolutionnaires français n'ont été unis, durablement. Jamais. Ça fait partie de l'histoire. Ça a commencé, si vous voulez, en 89, en 93. Les clubs se battaient entre eux, on s'exécutait réciproquement. Ça a été le cas encore avec la Commune, où l'on se disputait en permanence entre l'international, entre les proudhoniens, les anarchistes, etc. On était tout le temps en bagarre. Pia, par exemple, que vous connaissez peut-être, Félix Pia, vomissait Rossel et se dénonçait dans leurs presses respectives, où ils avaient une influence. C'est comme ça. Et donc, il y a des leçons aussi à tirer de cette tradition historique. On parle toujours de l'union, mais on parle de l'union toujours parce qu'on est divisé. Et l'union ne marche jamais très longtemps lorsqu'elle se produit, surtout lorsque c'est produit par des accords de sommet. Et en conséquence, je crois qu'il faut en tirer une leçon, c'est que la diversité révolutionnaire française fait partie de notre patrimoine. Et si un jour on peut réaliser autre chose que ce qu'on connaît, il faudra tenir compte de cette diversité qui est propre à notre pays et qui est spécifique. Il y a d'autres pays qui ont la même situation. Je pense notamment à l'Italie, je pense qu'elle n'est pas très éloignée de cette diversification. Mais c'est notre réalité. On a une tradition libertaire, on a une tradition marxiste, on a une tradition social-démocrate, etc. Et tout ça ne peut faire qu'une synthèse difficile, parfois douloureuse, source éventuellement de bavardage, d'inefficacité, de gaspillage d'hommes et de temps, mais ça fait partie des réalités du pays, et Rossel va vivre ça intensément. Problème aussi de la violence auquel il va être confronté. Rossel doit se poser la question, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est ici en position de force, par exemple avec les hommes d'église qui sont du côté de Versailles, même lorsqu'ils sont restés à Paris pendant la Commune. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont plus ou moins assimilés à des traîtres ou à des espions dans cette période du siège de Paris par les Versaillais et par les Prussiens? Et ils se refusent à ce que l'on pourrait appeler le démocratisme. Parce que vous avez aussi une tradition dans le mouvement progressiste français de gens qui font passer la protection des droits et des libertés avant l'efficacité d'une lutte sociale, d'une lutte politique. On peut le défendre, ça peut se comprendre, ça peut s'apprécier, mais avec tous les risques de la défaite, pendant la résistance, vous savez, lorsque les petits groupes de résistants, qui étaient très peu nombreux pour ne pas justement provoquer de désastres par des dénonciations ou l'arrestation de certains, on exécutait des gens sans savoir avec certitude s'ils étaient des traîtres, parce que si on ne le faisait pas, et si on précisément s'en était, tout le groupe disparaissait d'un coup. Et je connais très précisément des gens qui ont été chargés d'exécuter ceux qui étaient suspects pour sauver précisément un réseau, par exemple.
le démocratisme à tout craint et à tout prix, c'est fait pour les puissants et les dominants. Là, on peut effectivement considérer que l'indulgence en matière politique est une vertu fondamentale. Un pouvoir qui n'est pas indulgent est un pouvoir dangereux, mais quand on est dans une position défensive et de tentative de transformation radicale de la société, je ne suis pas sûr que cela soit possible. Alors, est-ce que c'est à tirer aussi beaucoup de leçons sur ce qui a pu se passer ici ou là dans l'histoire révolutionnaire? Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un choix quand la violence a été utilisée. Dans les westerns, vous savez, c'est à celui qui tire le premier qui abat l'autre. Je ne suis pas sûr que dans la lutte révolutionnaire, quand la révolution est réellement engagée, quand l'embrayage est lancé, qu'il n'y ait pas une nécessité absolue de ne pas faire de cadeau à l'adversaire, même quitte à se tromper. Rossel a été aux prises aussi avec l'incompétence. C'est un grand problème dans les mouvements populaires qui, par définition, n'ont aucune expérience du pouvoir, aucune expérience de l'organisation sociale, sauf dans des secteurs limités comme le syndicalisme. Et en conséquence, les problèmes sont très difficiles. Rossel ne supportait pas, dans le secteur qu'il connaissait bien, puisqu'étant officier, et le seul officier de carrière rallié à la commune, il constatait l'incompétence du commandement militaire de la commune, qui a été pitoyable, et qui s'est fait massacrer courageusement, mais sans efficacité. Et on peut noter par exemple que les communards sont restés complètement passifs devant la Banque de France, qui rassemblait le capital de toute la bourgeoisie française, qui n'a pas été touchée. La commune avait délégué un représentant pour assurer la cogestion avec le responsable traditionnel de la Banque de France, pour tenir les comptes et pour surveiller la bonne gestion et la non-dilapidation des comptes, alors que la commune avait un moyen de pression extraordinaire sur toutes les forces conservatrices du pays, puisqu'il détenait, il contrôlait son capital. Rien n'a été touché. Et on a vu donc des gens, des hommes et des femmes se jeter pour se faire massacrer contre les troupes de l'armée régulière, sans avoir un instant pensé à prendre en charge le capital de la Banque de France et de peser sur précisément d'éventuelles négociations qui auraient pu avoir une issue tout à fait différente de ce qui s'est produit. Et puis il y a le problème de l'individu dans une révolution. Rossel se sentait seul dans le mouvement révolutionnaire. D'origine bourgeoise confortable, officier polytechnicien, vous imaginez en 1871, vous imaginez quel compagnon d'armes il avait pu avoir dans l'université et dans l'école polytechnique. Car aujourd'hui encore, si vous allez dans l'école polytechnique, vous n'aurez que rarement des fils d'ouvriers ou des fils de paysans, mais plutôt des gens qui viennent du 16e ou de Neuilly. Il est seul, il se sent seul, il écrit, il le manifeste plus tard, jusqu'au jour d'ailleurs où il abandonnera tout, où il attendra dans une chambre d'hôtel, boulevard Saint-Germain, son arrestation finale, parce que il donne des leçons. Et donner des leçons, c'est jamais bien apprécié par les camarades. Donner des leçons parce que dans ce secteur qui est le sien, il sait de quoi il parle. Il n'a aucune ambition particulière pour diriger la commune, c'est pas une ambition qui est la sienne. L'ambition qu'il a, c'est d'organiser une véritable armée pour rivaliser avec l'armée régulière. Et sur ce terrain, donc, il a des attitudes qui déplaisent beaucoup, puisqu'il discrédite certains faux officiers qui adorent se balader avec des galons tout frais, tout neufs. Vous savez, quand on gagne des galons rapidement, on est un peu comme le nouveau riche, qui est joyeux et heureux de ces nouveaux galons. Et les critiques qu'il porte sur ces officiers amateurs ne lui sont pas pardonnées. Si vous lisez les journaux influencés notamment par Félix Piat, que je citais tout à l'heure, Rossel est accusé de tous les maux, de tous les vices, de toutes les accusations. Et après avoir été nommé chef d'état-major comme un professionnel de la guerre, il va être démis de ses fonctions, arrêté par la commune, puis libéré et réétabli dans ses fonctions. C'est-à-dire qu'il va connaître des péripéties dans ses activités militantes, des péripéties extrêmement difficiles à supporter quand on sait précisément ce que l'on veut faire et qu'on est d'un désintérêt total, puisque
le jeune colonel n'avait pas besoin de la Commune de Paris pour faire une grande carrière et pour monter très haut dans l'échelon social. Ces révolutionnaires-là, ce sont des gens que l'on a rencontrés dans son existence. Quand on est membre d'un parti qui se voulait ou qui se veut révolutionnaire, beaucoup d'intellectuels se sont souvent sentis mis de côté sans savoir pourquoi. En fait, il y a une raison majeure, c'est celle que je disais au départ. Il y a des réalités de classe qui fait que quand un individu passe d'une classe à l'autre dans le combat politique, comme dans n'importe quel secteur, il est suspect. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit une erreur fondamentale d'analyse, car beaucoup de gens ralliés sont des gens effectivement politiquement suspects, mais pas tous. Et il y a un peu une sorte de loterie qui fonctionne, qui font que, pour Rossel en tout cas, le sort a été, le jugement a été très sévère. Si Rossel a été seul, c'est notamment parce que l'intelligentsia, le monde culturel de la commune, de l'époque de la commune, a été très hostile à la commune, y compris parmi les intellectuels les plus progressistes au niveau sociétal. Et on retombe sur le vieux clivage que je crois fondamental entre le social et le politique ou le culturel. George Sand, par exemple, qui était une femme de progrès, dans le domaine sociétal, a fait on voit dans sa correspondance, quelques remarques sur la commune désastreuses, pitoyables. Par exemple, à un moment, elle écrit, je ne sais plus à qui, qu'elle est très inquiète pour son mobilier qu'elle a laissé à Paris. La dimension de George Sand en prend un sacré coup lorsque l'on pense qu'elle s'inquiétait d'abord de son mobilier. Évidemment, c'est toujours désagréable de perdre éventuellement son mobilier, mais elle n'a pas pris visiblement la mesure de ce que pouvait représenter la Commune de Paris, comme l'a pu le faire Marx, par exemple, en tirant des leçons. Ne parlons pas de Taine, par exemple, le grand historien, qui parle de l'attachement à l'égalité qui se manifeste sous la Commune et qu'il dénonce comme morbide. Est-ce qu'on n'a pas entendu exactement la même chose à propos du débat sur les Gilets jaunes? Cette revendication à tout prix de l'égalité, c'est une atteinte à la liberté, c'est une menace pour la liberté. Toujours la même idée, liberté, égalité, ça ne va pas ensemble, et pourtant, la devise de la République nous dit le contraire. Bentham, autre intellectuel de ce temps, qui déclarait « Le pauvre n'est qu'un sauvage ». Nous en sommes toujours là. En gros, avec les Gilets jaunes, beaucoup de déclarations étaient de ce style, avec quelques atténuations et quelques ronds de jambes, mais le pauvre est un sauvage. Il est dangereux. Gobineau, qui est célèbre pour son racisme, mais qui dit « La clé de l'histoire, ce n'est pas la lutte des classes, mais celle des races ». On en est toujours là. Pour certains, le grand problème, c'est l'immigration et non pas la pauvreté et la misère sociale. Flaubert, qui par ailleurs est aussi un intellectuel de progrès par son œuvre, dit l'égalité, c'est la négation de toute liberté. On n'est pas encore du tout à la République sociale. Zola, les dirigeants de la commune sont des fous dangereux. Et il a ajouté, on ne devient pas révolutionnaire, c'est une maladie caractérielle. Zola, qui pourtant avait une lucidité parfaite sur la condition ouvrière, mais qui néanmoins considérait que ça ne valait pas une révolution. Alexandre Dumas fils, qui était une véritable saloperie, a craché sur Courbet. Je suis content que Courbet soit bientôt un sujet de réflexion aussi ici, parce que Courbet a une évolution à peu près parallèle à celle de Rossel, d'ailleurs dans le secteur qui était le sien, puisqu'il a été nommé délégué aux arts de la commune, donc ministre de la culture en fait de la commune, et Alexandre Dumas fils a craché sur Courbet avec une violence inimaginable. Je cite quelques formules, mais ce n'étaient pas les plus brutales. C'est un barbouilleur, c'est l'incarnation du moi imbécile et impuissant. Il faut dire que Courbet avait déjà fait parler de lui avec son origine du monde qu'il avait peint quelque temps avant la Commune de Paris.
Ne parlons pas de l'Église, qui manifeste sa compassion, à travers d'ailleurs les 1000 ans d'Ancien Régime, pour les très pauvres, c'est-à-dire pour les vagabonds, les clochards, etc., mais pas pour la pauvreté. Il y a toujours eu cette dissociation de la compassion de l'Église, catholique tout au moins, entre les pauvres extrêmes et puis la pauvreté et la condition misérable de la majorité des gens. Et pendant l'Église, pendant la Commune, l'Église a joué le rôle de dénonciateur, de réprobation permanente, et vous savez qu'à la chute de la Commune, les prêtres ont témoigné à charge dans tous les procès des communards, et ils ont exigé une sorte de punition de la part des Parisiens, pour les Parisiens qui avaient soutenu la Commune, avec la construction du Sacré-Cœur, qui était une façon d'absoudre les crimes des communards. Rossel, donc, va être accusé par les communards, à un moment donné, de son engagement comme un ambitieux et un traître. Et malheureusement, dans des publications des années 60-70, sous le couvert du Parti communiste français, la grande série du livre Club Didron sur la Commune de Paris, vous connaissez peut-être, 5 gros volumes, magnifiques d'ailleurs, de Georges Soria. Rossel est accusé d'ambitieux, d'aventurier. Si quelqu'un n'était pas un aventurier, c'était bien Rossel. Rien ne prédestiné, ni en tant que protestant, ni en tant que polytechnicien et officier de carrière, à l'aventure. Pas du tout. Et s'il était un champion de quelque chose, c'était le champion de l'ordre et non pas du désordre. Et c'est parce qu'il trouvait que la République bourgeoise était désordonnée qu'il voulait un autre ordre social et un autre ordre politique que celui qu'il avait connu avec Gambetta. Et Soria reprend la thèse qui est celle de ce que pensait Pia, par exemple, les anarchistes, pas l'Internationale, parce que Rossel était le plus proche de l'Internationale que de n'importe quelle autre tendance de la Commune. Mais Soria reprend cette analyse de Rossel comme s'il y avait, dans la tradition militante ouvrière, une sorte d'héritage dans la suspicion de classe. Et effectivement, elle existait, particulièrement dans ces années-là. Même chose avec un dramaturge très connu, Arthur Adamoff, qui a écrit une petite anthologie sur la Commune, qui reprend des citations d'écrivains et d'intellectuels à propos de la Commune. C'est un bouquin qui s'appelle La Commune de Paris, anthologie 1959 aux éditions sociales, et qui ne classe pas Rossel parmi les communards, proprement dit, mais qui le classe parmi les aventuriers ambitieux, conciliateurs, proches de la gauche versaillaise. Ce qui veut dire qu'il n'a jamais, il ne s'est jamais penché réellement sur ce qu'a fait Rossel, ni sur ce qu'il a pu écrire de son expérience, mais il a repris des thèmes qui allaient de soi, puisqu'un polytechnicien ne peut pas être du côté de la révolution sociale. Pourtant, Rossel a fait la preuve pendant cette période de la Commune de son engagement social, pas seulement militaire. Il a soutenu toutes les grandes réformes qui étaient fondées par la Commune, que ce soit les horaires de travail, que ce soit les problèmes de salaire, les problèmes de la séparation de l'Église et de l'État, etc. Je vous rappelle que la Commune de Paris, bien avant la loi de 1905, avait posé le principe de laïcité. Quand on parle de laïcité, jamais on ne parle de cette promulgation de la séparation de l'Église et de l'État de 1871. On attend 1905, mais est-ce que 1905 c'était plus tranquille, plus serein, malgré les affrontements à la baïonnette entre l'armée de la République et puis l'Église. Et puis alors, comble, Rossel était favorable au mouvement féministe. Vous savez que les femmes ont contribué largement à la lutte de la Commune. Dans les derniers moments de la Commune, 20 000 femmes parisiennes se sont lancées les armes à la main pour résister aux Versaillais. Et depuis longtemps, depuis le début de la Commune, Rossel était aux côtés du mouvement féministe, de la première organisation féminine d'ailleurs qui a été créée à Paris à cette époque. Et comme c'était mal perçu aussi bien dans la bourgeoisie
républicaine ou monarchiste évidemment, que chez les militants ouvriers, ce féminisme, ce pro-féminisme de Rossel était assimilé soit à une homosexualité mal rentrée, ou mal vécue par Rossel. Aucun élément n'atteste de ce problème, et on ne voit pas d'ailleurs en quoi cela pourrait conduire à un féminisme outrancier, soit au contraire à un aspect de libertin, parce qu'il a été aussi accusé de libertin, puisqu'il défendait les femmes, c'est qu'il les aimait un peu trop. Je crois que là encore, ça fait partie des problèmes que l'on a pu rencontrer dans le mouvement ouvrier français, que l'on rencontre encore parfois, et dans d'autres mouvements ouvriers que le mouvement ouvrier français, bien sûr. Donc on n'a pas fait de cadeau à Rossel, et Rossel pourtant a été fidèle à la Commune jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au dernier moment, lorsque l'on n'a plus voulu de lui sur le front contre les Versaillais. Il s'est retiré, il s'est enfermé dans une chambre d'hôtel, et il a attendu la chute finale. Et il a été donc arrêté et jugé après 3 mois de prison par un conseil de guerre. On a eu la gentillesse au niveau du ministère de la Défense de l'époque de mettre parmi ces juges au conseil de guerre d'anciens subalternes de Rossel, de l'armée régulière, et ceux qui le fusilleront au mois de 3 mois après le 7 juin, où il a été arrêté, on mettra dans l'équipe qui va le fusiller des anciens subalternes aussi de Rossel, comble de déshonneur pour Rossel qui avait réclamé au contraire de commander le feu. On lui a refusé aussi de commander le feu contre lui-même. On voit la différence de traitement quand même par rapport à Courbet par exemple, ou par rapport à Louise Michel. Louise Michel a été déportée en Nouvelle-Calédonie. Courbet a été condamné à 6 mois de prison, puis il est parti en Suisse en exil. Mais ils ont sauvegardé leur existence. Rossel, c'était autre chose. Il avait trahi. Trahi sa classe, trahi son corps professionnel, trahi l'armée, trahi la bourgeoisie républicaine molle. Il était impardonnable. Et ces déclarations devant le conseil de guerre sont extraordinaires pour moi, je trouve tout à fait remarquables, parce que le président du conseil de guerre lui dit « Mais enfin, jeune colonel, jeune officier brillant, qu'est-ce que vous pouviez bien faire avec cette racaille? Quelle espérance vous pouviez avoir d'organiser une France digne de ce nom ?» Et il a répondu quelque chose qui ne pouvait que le condamner, qui le plaçait dans le camp des irrécupérables. Il a dit « J'en sais rien. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire avec eux, mais avec vous, je sais que je ne peux rien faire. » Et ça le condamnait définitivement, bien entendu, parce que ça fait partie des irrécupérables, comme dirait Sartre, comme des gens qui ne jouent pas le jeu du tout jusqu'au bout. Et qui, même s'il n'est pas absolument certain que son camp à lui a toujours raison, il est certain que le camp d'en face a toujours tort. Parce que c'est celui de l'argent et que c'est celui des privilèges. Rossel est parfaitement conscient, aussi, il l'écrit dans les recueils de ses courriers, de ses ouvrages, pendant notamment les 3 mois de prison où il n'avait rien à faire si ce n'est attendre de son exécution. Il a très bien compris que la classe ouvrière, je le cite, essaye obstinément de se créer une société pour elle. Elle essaie de se mettre à son compte. C'était la première fois. Juin 48, c'était un balbutiement. La Commune, c'est une première expérience. C'est ce que Marx avait noté. Un mouvement populaire qui essaie de se mettre à son compte. Qu'est-ce que disaient les Gilets jaunes? Exactement la même chose. On se met à notre compte. On est représenté par personne. On ne veut pas l'être, d'ailleurs. On va essayer de se débrouiller par nos propres moyens, par nos propres forces. C'est une prise de conscience tout à fait importante. Je crois qu'il secoue un petit peu beaucoup de choses dans notre histoire, mais cette tentative de se mettre à son compte, en condamnant un système représentatif qui ne représente pas grand-chose, si ce n'est précisément plus des intérêts que des volontés de changement, de transformation sociale. Et avec Rossel, on comprend aussi que c'est un mouvement populaire de masse qui peut transformer la réalité sociale, rien d'autre.
certainement pas les élections. Et quand on parle aujourd'hui encore d'insurrection citoyenne, c'était bien ce qu'a essayé la Commune. C'est bien ce que soutenait Rossel. Une insurrection citoyenne, c'est-à-dire un mouvement populaire qui, s'il avait pu toucher toute la France, pas seulement Paris, et des tentatives, Rossel était absolument pour, puisqu'il voulait créer des guérillas un peu partout en France. C'est ça la possibilité réelle de changement. Regardez récemment l'Algérie. Le mouvement algérien, le mouvement populaire algérien donne des leçons. Pacifiquement, mais en masse, il élimine petit à petit les obstacles à une transformation politique et sociale. Expérience beaucoup moins connue parce que l'information internationale est dérisoire en France, la Corée du Sud, par des mouvements de populaires extrêmement massifs. Le mouvement populaire coréen, sud-coréen, a renversé un régime très autoritaire qui était dirigé par la fille d'un dictateur militaire qui avait précédé à la tête du gouvernement de Séoul, simplement par le fait que dans les rues, pendant des jours et des jours et des jours, il y a eu des millions de manifestants qui ont dit autre chose, on veut autre chose. Et je crois qu'il y a donc, dans l'expérience que l'on vient de vivre, cette redécouverte, cette redite historique, qui est le mouvement de masse, le mouvement populaire, qui est capable, s'il se réunit vraiment, si les Gilets jaunes étaient à coefficient 100, coefficient 1000, coefficient 10 000, capable de transformer une société sans violence, sans brutalité, simplement parce qu'il est une force irrésistible. Je termine en disant que, on peut en discuter, on ne reconnaît pas ces redites parce que l'emballage, les enveloppes sont renouvelées, évidemment. Parce que la situation de la France d'aujourd'hui n'est pas celle de 1871. Parce que les étiquettes politiques et les drapeaux ne sont pas les mêmes en 1871 et en 2020. C'est évident. Parce que les leaders, le discours, le style n'est pas le même, ne sont pas les mêmes. Mais l'histoire a quand même tendance à se répéter, à se refaire, à se reproduire, parce que finalement, comme je l'ai dit au départ, nous sommes toujours en présence de deux camps irréductibles, ceux des dominants et des dominés, ceux des puissants et des faibles, ceux des riches et des pauvres. Et quand on a si longtemps insisté ces derniers mois sur la situation des pauvres, sur l'incapacité du système à supprimer la pauvreté, je crois qu'on retrouvait le vieux sens des réalités historiques, l'essentiel, le sens de l'essentiel. Je crois que c'est saint Thomas qui parlait de la nécessité d'avoir le sens de l'essentiel. Le drame, je crois, c'est que l'individu a du mal à garder en permanence le sens de l'essentiel, moi comme vous, comme chacun d'entre nous, parce qu'on part dans tous les sens, parce qu'on a des clivages avec des individus, des clans, des tendances qui s'opposent. Tous ceux qui participent à des luttes politiques et sociales savent ce qu'il en est. Et en conséquence, le sens de l'essentiel tend à s'effacer, à disparaître au moins à certains moments. Et on passe à autre chose, on abandonne. Et on passe parfois jusqu'à la pause, définitive ou temporaire. Je crois que c'est aussi le signe de certaines périodes de transition, et là c'est Giraudoux qui m'inspire dans Electre. Dans son Electre, Giraudoux nous éclaire sur cette situation de transition que nous vivons peut-être en ce moment, ces périodes grises de l'histoire. Voilà ce que dit la femme Narcisse dans Electre. « Je sens qu'il se passe quelque chose, mais je me rends mal compte. Comment cela s'appelle-t-il quand le jour se lève, comme aujourd'hui, mais que tout est gâché, que tout est saccagé, et que l'air pourtant se respire et qu'on a tout perdu, que la ville brûle, que les innocents s'entretuent, mais que les coupables agonisent dans un coin du jour qui se lève. » Et Electre répond, vous voyez aussi l'analyse sociale, « Demande au mendiant, lui il le sait. » Et le mendiant dit, « Cela a un très beau nom, femme Narcisse. Cela s'appelle l'aurore. » Je vous remercie.
bien, après cette très bonne intervention, intéressante, la parole est à vous. Qui veut bien démarrer? Allez. Je démarre. Moi, c'est pour revenir sur ce point que tu as abordé avec cette formule quand tu dis c'est la classe ouvrière qui veut se mettre à son compte. Effectivement, je crois que c'est le point essentiel. 1871, la bourgeoisie, elle dit non, non et non. Il n'est pas question que la classe ouvrière se mette à son compte. Elle n'interviendra jamais dans l'économique, le social, les entreprises, etc. etc. La démocratie représentative, oui, bien sûr, mais il faut qu'elle soit quand même un tant soit peu vidée de son contenu, sinon on n'est pas d'accord non plus. Hein. Et la sauvagerie de la répression, c'est ça. Voilà. Je crois que c'est ça le point. Et quelque part, le régime actuel exprime son essence dans un certain nombre de choses qu'il fait. Quand il s'attaque, par exemple, au paritarisme dans la fonction publique, au comité qui représente les personnels dans les entreprises privées, etc., etc., eh bien, il cible de manière très intelligente, très pertinente pour lui, bien sûr, il cible tous ces petits lieux de démocratie ouvrière, salariale, qui vivaient et il les sabote littéralement. Donc, surtout, ne pas permettre à la classe ouvrière de se mettre à son compte. Et quand tu parles de sauvagerie, je crois que c'est une menace permanente, constante. On n'imagine pas aujourd'hui qu'il puisse y avoir une répression style la répression des Versaillais. Or, je crois que c'est une erreur majeure. Demain ou après-demain, c'est tout à fait concevable qu'il y ait, s'il y a une menace réelle, une menace sociale réelle, pas une menace politique justement, mais une menace sociale réelle, qu'il y ait recours à cette même sauvagerie, parce que les coffres-forts, ça se défend par tous les moyens. Parce que les coffres-forts, c'est fondamental. À la limite, le sociétal, on peut tout lâcher. Je crois que les milieux d'affaires sont prêts à lâcher n'importe quoi. On parle du cannabis maintenant, demain ça sera autre chose. Peu importe, tout le monde s'en fiche. Du moment qu'on a la liberté de signer des contrats et d'investir ici ou là, ou de gérer des taux d'intérêt, il n'y a pas de problème. Mais si les coffres-forts sont menacés, alors là, je crois que les mitrailleuses lourdes peuvent ressortir du jour au lendemain. Et la violence qui s'est manifestée à l'encontre des Gilets jaunes, c'était une sorte d'avertissement, selon moi. Un avertissement, une intimidation, non pas contre les Gilets jaunes essentiellement, mais contre ceux qui, demain ou autres, pourraient songer à développer ce qui s'était passé, ce qui se passait, pour aller plus loin. Vous êtes avertis, on est prêt à envoyer des blindés. Imaginez, c'est la première fois qu'on voit des blindés dans des manifestations depuis bien longtemps. Hein. Des blindés contre qui, hein? Contre quoi? Alors demain, après-demain, ça sera peut-être des choses encore plus grosses, éventuellement, si des mouvements sociaux plus solides, plus organisés, plus structurés et plus vindicatifs vont à l'assaut non pas de l'Élysée, mais à l'assaut du ciel. Oui, Robert, écoute, merci pour ta conférence là. Et je fais partie de la génération qui, après la guerre, n'a pas entendu parler de la Commune, n'a pas entendu parler de Louis-Nathanaël Rossel. Je l'ai découvert en 1967 par une pièce qui a été jouée au TNP, mise en scène par Jean-Pierre Miquel, une pièce de mon ami Pierre Allais, qui s'appelle La butte de Satori. Et c'est pas du tout le même point de vue qu'Adamov. J'ai retrouvé dans ce que tu as dit exactement
la position de Rossel vis-à-vis de ce conflit social et sa position de privilégié, venant d'une classe privilégiée. Et j'ai pensé là, par rapport à la situation actuelle aux Gilets jaunes, où il y a un personnage qui me fait penser à lui, c'est Juan Branco. Il arrive, je ne sais pas s'il n'est pas très connu, ça a été l'avocat des donneurs d'alerte. Il prend officiellement parti pour les Gilets jaunes, mais évidemment il est regardé aussi de travers par nos milieux de gauche, parce qu'il vient il a été à l'école alsacienne avec les jeunes trentenaires du gouvernement. Et il nous décrit dans son bouquin Crépuscule la montée, comment Macron a été fabriqué par tous ces gens-là, et c'est assez intéressant, je dois dire. Et malgré tout, bon, il faudrait un peu qu'on s'élargisse, justement. Quand je dis qu'il est mal vu, enfin il n'est pas très bien considéré parce qu'il arrive de là, c'est que on a besoin un peu, moi j'aimerais bien qu'on sorte un peu de l'entre-nous dans lequel on est. J'avais proposé qu'on célèbre un peu, enfin qu'on parle un peu des cinquantenaires du théâtre de Nice. Pour l'instant, il n'est pas question de le faire, mais pour moi, ça serait peut-être l'occasion de voir comment on a vécu la culture depuis 40 ans et comment ça a été pris en compte par les pouvoirs politiques. Tu as connu ces bagarres-là, on était ensemble à cette époque. Et Gabriel Monet, qui a fondé le théâtre de Nice, il appelait son séjour à Nice « Mes années Tabarot ». Oui, je pense à quelqu'un, puisque tu parlais d'un réalisateur de théâtre, moi je pense à quelqu'un d'aujourd'hui qui, je crois, se trouve dans une position de même type que Rossel, je pense à Ruffin, qui précisément est très engagé à côté du mouvement populaire. Il le démontre dans ses films, etc., et dans sa pratique politique, mais il est perçu avec quelques incertitudes par son propre parti, par les Insoumis lui-même, et notamment par Mélenchon. Je crois que c'est pas un hasard. Il y a des engagements où l'on sent que c'est des gens irrécupérables, non maîtrisables, dans la mesure où pour eux, précisément, l'essentiel, c'est le combat social, quoi qu'il arrive, quelles que soient les relations politiques, les exigences tactiques, etc., etc. Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour votre conférence qui était très riche. Oui, je voudrais, ça me semble problématique quand même, malgré la pertinence de tout ce que vous avez expliqué sur le mouvement des communards et la Commune de Paris de 1871, de vouloir comparer la lutte des communards contre les Versaillais à cette insurrection citoyenne qu'incarne le mouvement de Gilets jaunes en France depuis novembre 2017. Le contexte politique, économique, historique, social, global étant tellement différent, à mon avis, qu'on doit être prudent de ne pas de se lancer dans des analogies ou des comparaisons qui ne sont pas tout à fait légitimées par la facticité historique, aussi de la perspective des luttes de classe. C'est vrai, mais ça, ce n'est pas une grande critique. Je voudrais d'abord sur moi. Qui étaient ces communards? Vous avez très bien dit, alors qu'il y avait mis l'accent sur un fait, que le mouvement n'était pas unitaire, qu'il y avait un pluralisme dedans, mais qui était le ciment de ces divers facteurs sociaux, politiques qui composaient les anciens, donc des communards. Voilà, vous n'avez pas cité une chose très importante, c'est le livre Prosper Lissagaray. En lisant Prosper Lissagaray, ou je vous ai, Georges Sovia, ou le très bon livre d'Henri Lefebvre sur la proclamation
de la Commune de Paris, hein, le 18 mars. Je préfère plutôt 1860. Lisa Garet. Lisa Garet, c'est... Lisa Garet, tous les détails parlent de Rossel, n'est-ce pas? Et c'est extrêmement émouvant. Moi, j'ai lu ce chapitre où il raconte vraiment les détails d'exécution de Rossel le 28 novembre 1871, après la condamnation à mort par le Conseil de guerre versaillais. À 6 h du matin. Oui, 6 h du matin. C'est une page plus émouvante de ce livre. Et voilà, essentiellement, qui était ce communard? Rossel, une exception, parce que les protestants, officiers, etc., soit d'origine bourgeoise, donc prêtres de sa classe, etc., on est bien. Donc, pour l'essentiel, je me tiens à ce que dit Karl Marx dans son livre sur la guerre civile en France. C'est ça ce qui fait sensation dans l'histoire de la France et des révolutions. Donc c'est évidemment la première révolution socialiste prolétarienne dans le monde. Et pourquoi? Parce que l'essentiel, les communards, il y avait 3 fractions, vous savez très bien. C'était les proudhoniens, c'était les blanquistes et c'était des internationalistes. Très bien expliqué par les Sagaret, tous les trucs. Mais ça, il y avait des désaccords entre eux. Mais il y avait un seul élément qui les unissait très fort, c'était le rejet donc, de la bourgeoisie. Alors c'était cette conscience de la classe révolutionnaire. Et puis la défense nationale. Il y a un élément de défense nationale, n'est-ce pas, aussi de protestation contre le fait que les canons installés sur le Montmartre avaient été enlevés. C'est ça, c'était l'étincelle qui avait financé le 18 mars 1871, hein, cette commune de Paris, hein, l'occupation de la mairie, etc., où les blanquistes, les proudhoniens se sont installés, pris l'assaut de la mairie, etc., ils ont institué le premier gouvernement ouvrier révolutionnaire dans le monde, sans avoir puisé beaucoup de la théorie marxiste. C'est très spontané, mais c'était... le texte de Marx, n'est-ce pas? Montrer avec une force, une violence extraordinaire la capacité de la classe ouvrière des exploités, des opprimés, de s'opposer à la violence capitaliste, à la dictature de la bourgeoisie et de l'argent, n'est-ce pas? Et là, il y a une chose qui est étonnante, vous l'avez mentionné, c'est Karl Marx qui le dit, son livre. Pourquoi sont-ils arrêtés devant la Banque de France? La grande erreur qui a été commise, évidemment, pas ce gouvernement révolutionnaire, le comité central, c'est évidemment de ne pas nationaliser alors que les entreprises étaient nationalisées. Il y avait une politique révolutionnaire de l'éducation et de la culture. Mais là, ne pas prendre, évidemment, la bourgeoisie à la gorge en occupant la Banque de France, c'était une très grave erreur qui a un peu conditionné aussi l'échec. Deuxièmement, moi j'ai parlé de Blanqui. Vous attribuez une attitude de l'Église. Ce qui s'est passé, tout ce que vous avez dit là-dessus était parfaitement correct. Seulement vous avez oublié une chose. Les communards, à la veille de du 18 mars, les Versaillais ont arrêté celui qui était l'incarnation même du mouvement révolutionnaire républicain communiste, c'est-à-dire Auguste Blanqui, qui est du département des Alpes-Maritimes, puisqu'il est né à Puget-Théniers. Et évidemment, c'était pour dire que les communards ont arrêté l'archevêque d'Arbois. Les blanquistes voulaient qu'il soit fusillé immédiatement. La majorité des communards disaient non, on va le garder comme une monnaie d'échange. Et des négociations qui ont commencé pour tenter de libérer Auguste Blanqui contre l'archevêque d'Arbois. N'est-ce pas? Et ça, ce n'est pas les communards qui ont refusé, c'est les Versaillais qui ont refusé cela. Et c'est là-dessus que l'archevêque d'Arbois a été exécuté par les communards. Voilà, je vais apporter ce petit supplément à cela. Je m'excuse d'avoir été développement trop long. Voilà. Mais je pense qu'il fallait apporter cela, ce complément, il fallait l'apporter. Je suis d'accord avec vous sur les analogies dangereuses que j'ai pu faire, mais j'y tiens quand même subjectivement. Je pense que les éditorialistes que l'on a vu passer à la télé en permanence pendant des mois et des mois pour analyser les manifestations du samedi, pour moi, m'étaient insupportables par leur suffisance, leur arrogance, leur prétention, leur mépris à l'égard des gens qui
qui vivent 10 000 fois moins bien qu'eux, qui osent s'exprimer au nom de quelle légitimité? Parce que tous ceux qui ont défilé avaient un sacré culot, étant donné la position sociale qu'ils occupent, pour donner des leçons méprisantes à l'égard de ceux qui vivent si difficilement. Et sur ce terrain-là, je pense que on a retrouvé pour la première fois un mouvement social à l'offensive. Alors que depuis des décennies, le mouvement social est sur la défensive. Devant des mesures de régression, avec des tentatives de limitation des dégâts, etc. Pour la première fois, on a vu des gens démunis, qui appartenaient à des catégories sociales très variées. Ce n'est pas la classe ouvrière qui s'est mise en mouvement, c'est des gens de toutes sortes, de toute nature. Même s'il y avait aussi des militants ouvriers. Mais qui étaient en situation difficile. Et la spontanéité, elle vient de la misère et de la pauvreté. À travers l'histoire, toutes les rébellions profondes, sociales, sont liées non pas à des agents d'étrangers ou à des espions ici ou là, on a même parlé de la télévision soviétique, russe, qui aurait influencé le mouvement des Gilets jaunes. Donc, tout a été dit. Les étrangers qui étaient là. Je vous signale que Taine disait exactement la même chose pour la commune. Sur les 100 000 communards, il y a 50 000 étrangers, disait-il. Un grand malade, comme un peu les Fronts Nationaux avec leurs immigrés. C'est des grands malades, des grands psychopathes. Bon. Il y a quand même des analogies qui sont à souligner. Parce qu'on va les enterrer, comme on a enterré la commune, comme on a enterré la résistance, comme on a enterré le mouvement syndical contre la loi du travail, etc. Et je pense qu'il faut les réintégrer dans le mouvement historique. Et je pense que demain, ils feront mieux, ou on fera mieux. Oui, tu as parlé de Rossel comme un intellectuel solitaire dans le mouvement de la Commune de Paris. Moi, je pense qu'il était loin d'être seul en tant qu'intellectuel. Il y en avait au moins une bonne cinquantaine, et certains avaient quitté leur classe sociale à un niveau beaucoup plus élevé que lui. Parce que Rossel, bon, c'est pas la grande bourgeoisie, c'était un fils de colonel, bon, voilà, hein. Mais d'autres ont été vraiment des grands bourgeois, voire même de la petite noblesse, un Autrichien ou un Allemand qui était là, et qui, eux, venaient sur une base idéologique, et non pas simplement de dire Napoléon III, Bazaine, etc. On a été même ministre, voilà. On a été ministre. Donc je crois que il y avait quand même, parce que si après on a traité la commune d'une manière ouvriériste, je pense qu'à l'époque, cette idée n'existait pratiquement pas dans le Conseil national et dans les communards en général. Chacun, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils avaient des responsabilités politiques, pas que militaires, mais à tous les niveaux. Florence et quelques autres, il y avait une dizaine d'intellectuels qui avaient des positions et des responsabilités de la commune. Bon, chose qui, évidemment, disparaîtra dans l'ouvriérisme des partis révolutionnaires sur la base marxiste-léniniste. Évidemment, on trouvera les travers que tu as indiqués. Mais sur la commune, je pense qu'il était pas inexistant, mais ce n'était pas profond, et ce n'était pas forcément pour ça qu'on a isolé Rossel. Parce que le mouvement, comme vient de le dire Münster, il était complètement ouvert, avec des blanquistes, des anarchistes, des gens de l'international. Entre nous soit dit, l'international, la commune à Lyon a été un échec retentissant, parce que dès les premiers jours, c'est les anarchistes avec Bakounine qui ont mis une telle radicalité qu'ils ont opposé la population aux communards, et lui est parti à Gênes en critiquant le peuple français comme étant un peuple qui ne comprenait rien à rien. Bon. Donc je crois qu'il y avait cette divergence idéologique entre les différents courants, et c'est ce qui a créé aussi, j'allais dire, je crois que c'est Marx qui emploie le terme, ou Engels, je ne sais plus, sur la naïveté de la commune. Car la première grande question de ce peuple qui s'est soulevé pratiquement en une journée contre l'occupant prussien et contre les Versaillais, eh bien, entre nous soit dit, y compris Rossel, le premier grand défaut,
c'est ne pas avoir marché tout de suite sur Versailles pour dégager le gouvernement des Versaillais. Hein. Ça a été la première grande erreur, je crois. Alors ensuite, il y a eu la Banque de France. Il y a eu aussi, on a laissé, pendant tous les 3 mois de la Commune, tous les espions, tous les collabos, tous les gars payés partir, circuler à Paris, sans qu'on les inquiète beaucoup. Hein. Et en même temps, on a pris des mesures complètement farfelues et inutiles, comme faire sauter la colonne Vendôme, ou foutre en l'air la maison de Thiers. Bon, on avait vraiment d'autres choses à faire que cela. Mais pour dire qu'il y avait certainement, idéologiquement, il n'y avait pas d'unité, et donc ça a été aussi le problème de l'échec de cette commune, mais ça n'a pas empêché que ça a été évidemment le premier grand mouvement ouvrier. Non, mais c'est sûr que Rossel, par exemple, il a adhéré à la commune par le relais de quelques collègues universitaires. C'était les seuls qu'il connaissait, qui étaient déjà intégrés à la commune, et qui lui ont dit d'ailleurs, nous on ne te conseille pas, tu sais, on est perdu d'avance, on a perdu d'avance. Il a dit, ça fait rien, c'est pas le problème. Mais ils étaient effectivement quelques-uns, mais quand tu dis 50, par exemple, tu dois pas être loin de la réalité. 50 pour Paris, c'est pas terrible. Hein. Ça ne veut pas être isolé. Oui, mais dans l'armée, il n'y avait sûrement pas beaucoup de monde. Hein. Quand je parlais de sa solitude, c'était dans sa responsabilité. Parce que les officiers de carrière, il n'y en avait pas. Et il était aussi critique. Il avait eu le spectacle du jeu des officiers de parade de l'armée régulière avec le gouvernement de défense nationale qui prenait des galons vite auprès de Gambetta parce qu'ils avaient quitté le régime précédent. Et là, il voyait le même spectacle un peu de jeunes officiers ayant eu des galons très rapidement, évidemment, qui n'avaient pas la moindre compétence, et pas plus de compétence que ceux qu'il avait quittés dans l'armée régulière. Donc il était très sensible à ces parades que manifestaient ces faux officiers, alors que lui, en tant que vrai, il était extrêmement critiqué, justement parce qu'il était un technicien de la guerre, et un technicien de l'organisation. Il était très sensible, il le dit dans différents endroits, au bavardage permanent, au remplacement des responsables qui tournaient à toute vitesse parce qu'ils se faisaient disputer, ils s'étaient mis en minorité, le lendemain ils redevenaient majoritaires. Il y avait une sorte de bavardage permanent, de gaspillage des forces, d'absence de rationalité dans le fonctionnement qui lui paraissait très lourd de conséquences avec l'urgence qui régnait sur le plan militaire, justement. Et lui, tous ses jugements étaient réalisés à travers ce qu'il constatait au plan militaire. Alors, il avait sans doute une déformation, mais le plan militaire était d'une priorité très grande, puisque précisément c'était le massacre qui se préparait. Moi, je crois qu'il a vécu, il l'écrit, hein, il a des œuvres reliées qui sont sorties en 1873, 1874 par là, par sa famille ou autre, je ne sais pas, mais j'ai les bouquins d'origine, où il parle de cette solitude. La preuve, c'est qu'il s'est enfermé dans une chambre d'hôtel en attendant son arrestation, tout seul, un peu comme Robespierre et Saint-Just sont partis la veille de leur arrestation faire du cheval dans le bois de Boulogne à l'époque, parce qu'ils en avaient un ras-le-bol de la Convention et des débats permanents à la Convention et des menaces qu'ils avaient proclamées, qu'ils avaient reçues et qui allaient conduire à leur arrestation. À un moment, il y a la saturation. Saturation quand on donne le maximum, la totalité de ce que l'on est et que l'on reçoit des gifles dans la figure. C'est plus difficile que pour quelqu'un qui est lié, qui a précisément des intérêts de classe et qui sait exactement le pourquoi matériel de son combat. Mais celui qui en apporte autre chose et qui se fait marcher dessus, c'est difficile. C'est compliqué à vivre. C'est ce que j'ai voulu essayer de parler. Je crois que ça a été la vie de nombreux intellectuels. Je pense à Henri Lefebvre, des difficultés qu'il a pu avoir, ce dont on l'a accusé. Et aussi le libertin, parce qu'il parlait de la vie quotidienne. C'était un libertin, pas quelqu'un de sérieux. Je ne suis pas sûr qu'Henri Lefebvre n'avait pas plus de choses à dire que Roger Garaudy. Bon, mais Roger Garaudy, c'était le penseur officiel. Et j'étais garodiste, comme tout le monde. C'est clair. J'ai même condamné Althusser au nom de Garaudy sans avoir jamais lu une ligne d'Althusser à l'époque. Je l'ai lu qu'après l'avoir condamné, sans savoir pourquoi. Monsieur. Merci.
Bonsoir. À la fin de ton intervention, si j'ai bien écouté, il me semble que tu as dit que, en quelque sorte, l'histoire se résumait toujours à la confrontation entre deux camps. Mais finalement, si la plupart du temps les révolutions finissent mal, et si tout au long de l'histoire, un peu partout dans le monde,